Merci de m'avoir invité à parler de cette réutilisation des données de santé pour la surveillance des médicaments du diabète. Une diapositive brève, mais pour vous dire, j'ai pas de lien d'intérêt direct, mais j'ai des financements par la NSM et j'ai un lien d'intérêt indirect avec mon père qui fait de la consultance pour un laboratoire. Je ne crois pas qu'il s'agisse de médicaments du diabète. En tout cas, c'est dit. Et puis ce que je dis là, c'est mon point de vue ou mes points de vue éventuels et pas ceux de mes financeurs. Le plan que je vais suivre, donc un peu de contexte historique, un peu de contexte pratique, des exemples et une conclusion avant de pouvoir discuter avec vous de ce que je vous aurais présenté. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est vous présenter un panorama de ce qui peut être fait avec les données de santé et l'utilisation secondaire des données de santé pour la surveillance en population ou l'évaluation en population des médicaments du diabète. Mais c'est pas exhaustif du tout, évidemment. En particulier, j'ai pas mis du tout d'aspect médico-économique alors qu'il y en a. J'ai pas mis non plus d'exemples qui portent sur les parcours de soins. Alors un contexte historique, et je n'avais pas du tout pensé à ça quand j'avais proposé le titre, mais en fait, l'utilisation secondaire des données de santé et des médicaments du diabète, c'est assez chargé symboliquement en France, puisque une des premières grosses utilisations des données du SNDS, c'était l'occasion du Mediator, donc c'est vraiment le péché originel sur le manque d'utilisation de données qui pourtant existait et qui aurait éventuellement pu permettre, si on avait eu l'idée de regarder quand même, les choses avant que n'éclate le scandale. Et par contre, ça a été une motivation forte pour ouvrir l'accès aux données de santé et pour permettre une plus large utilisation des données du système national des données de santé pour la surveillance des médicaments en général, de la santé des populations en général, et ici, dans ce cas-là, des antidiabétiques. Et puis même si on continue, c'est pas seulement un contexte symbolique pour un péché originel, mais c'est aussi pour la rédemption qui a suivi, puisque le deuxième gros exemple institutionnel ou régulatoire d'utilisation des données de santé en France, c'est celui de la pioglitazone, hein, donc un autre antidiabétique pour lequel on a évalué un risque associé de développement de cancer de vessie ou d'augmentation du risque de développement de cancer de vessie, et qui a été l'étude emblématique faite par l'Agence nationale de sécurité du médicament en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour montrer qu'on pouvait utiliser ces données-là pour la santé publique, et en particulier ça a motivé l'arrêt de remboursement de ce médicament, ce qui est une manière de le tuer économiquement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement lié finalement la surveillance des médicaments du diabète avec ce qui est devenu l'utilisation des données de santé pour la surveillance des médicaments en particulier, mais pas que en France. Et donc je vais poursuivre avec ce qu'on a pu faire après et donner des exemples d'utilisation de ces données. Et effectivement, pourquoi les antidiabétiques, et c'était ça qui avait motivé mon choix initial, c'est vraiment une classe médicamenteuse ou des classes médicamenteuses qui est très importante de surveiller à l'heure actuelle. Alors forcément d'abord du fait du poids du diabète en termes de prévalence de la maladie, une maladie qui est chronique avec une prévalence qui est croissante. Et puis c'est un des champs thérapeutiques et pharmacologiques pour lequel il y a vraiment eu tout au long des 15 dernières années des innovations thérapeutiques permanentes, avec des nouvelles classes médicamenteuses qui sont arrivées sur le marché. Et quand des nouvelles classes médicamenteuses arrivent sur le marché, ça a deux conséquences. Un, ça modifie profondément la prise en charge des patients tels qu'ils étaient gérés auparavant. Et puis deux, c'est des nouvelles classes, donc on les connaît pas encore très bien. En particulier, on n'a pas une idée complète de leur potentielle sécurité d'utilisation, et donc il convient particulièrement de les suivre. Et j'ai ici cité les gliptines qui sont les plus anciennes, les glufosines qui en plus ont ensuite été indiquées dans l'insuffisance cardiaque, et les agonistes du GLP-1 qui sont des médicaments stars du moment, entre guillemets, puisqu'ils sont également indiqués dans l'obésité avec des résultats très importants, mais aussi des coûts associés très importants. Alors, je passe maintenant au contexte pratique pour l'utilisation secondaire des données de santé à proprement parler. Et j'ai très rapidement parlé de quelles données utiliser à ce moment-là en France et à l'étranger. Donc, ce sera forcément balayé rapidement, mais on pourra revenir dessus dans les questions si vous le souhaitez. Et pour ne pas parler que du SNDS et ne pas parler que des entrepôts de données hospitaliers, les deux ayant été évoqués par Julien Bozin, je voulais rappeler aussi l'existence des données de pharmacovigilance, donc la base nationale de pharmacovigilance, BNPV d'une part, et puis Vigibase, la base de données de l'Organisation mondiale de la santé d'autre part, parce que ça fait aussi partie des données auxquelles on peut avoir
assez facilement accès en France, à condition de travailler avec un centre collaborateur de l'OMS, en fait, pour la deuxième base, et puis avec un centre de pharmacovigilance pour la première, et les deux ont souvent accès, enfin, les mêmes centres ont souvent accès aux deux types de bases, donc c'est des données qu'on peut utiliser et qui sont en fait très adaptées à la détection de signaux de sécurité et puis sinon à la description de cas d'effets indésirables. Le SNDS donc, est feu l'échantillon généraliste des bénéficiaires, un échantillon au 1,97e en fait, du SNDS, grosso modo, est particulièrement utile pour la détection de signaux, un peu moins que les bases de pharmacovigilance. En revanche, pour les études d'utilisation, de risques, de bénéfices et d'impact des médicaments et d'impact également des actions de régulation sur l'utilisation des médicaments et la santé des patients. Enfin, les entrepôts de données hospitaliers, ils vont permettre de faire essentiellement des études d'utilisation à l'heure actuelle. Je dis essentiellement parce que, comme euh, le disait tout à l'heure Laurent, leur taille elle est quand même plus réduite, leur population elle est un peu plus sélectionnée, donc les conclusions qu'on peut tirer des études qui sont faites dans ces entrepôts de données hospitaliers, elles sont différentes. Cela étant, il y a une richesse d'informations médicales, cliniques et bactériologiques, par exemple, ou biologiques, qui est extraordinaire. À l'étranger, les bases qui sont utilisées sont globalement les mêmes, donc la pharmacovigilance enfin, tout à fait de la même manière, des bases qui ressemblent au SNDS, qui sont souvent plus petites. C'est ça qui fait faire cocorico tout le temps en disant qu'on a une base de données absolument extraordinaire, et c'est vrai, mais qui sont aussi souvent plus riches, en particulier en termes de précision clinique et de données médicales. Et c'est le cas de la Clinical Practice Research Data Link, une base de données de prescription de médecins généralistes et de suivi de médecins généralistes au Royaume-Uni, ou globalement des bases d'assurance maladie danoise, et j'ai cité que ces deux-là parce que je présente des exemples. Et par contre, il y a aussi des données hospitalières, mais je n'ai pas présenté l'exemple dans la présentation. Donc les exemples que je vais vous montrer maintenant, et c'est vraiment pour montrer des usages, plus que des données elles-mêmes. Donc je ne m'étendrai pas sur les détails méthodologiques des études qui ont été conduites. Je donnerai quelques principes parfois, juste parce que c'est moins connu que d'autres, mais sinon je n'en parlerai pas, sauf si vous souhaitez qu'on revienne dessus dans les questions. Donc dans les exemples, d'abord je vais vous présenter des exemples concernant des études de signaux de sécurité sur les antidiabétiques, des exemples concernant l'utilisation des antidiabétiques, des études de risque les plus connues et celles que vous maîtrisez probablement le mieux, moins connues des études sur l'évaluation de l'impact des actions de régulation, donc ici dans le cadre des antidiabétiques, et puis je terminerai pour rappeler l'existence d'open data de l'assurance maladie, Julien l'a évoqué tout à l'heure, et montrer juste ce que ça permet de faire très rapidement pour ces médicaments-là comme pour d'autres. Donc, concernant d'abord les études de signaux ou d'identification de signaux de sécurité, le premier cas que je vous présente, donc c'est une étude qui portait sur le risque d'atteinte musculaire, en fait, associé à l'utilisation concomitante de certains antidiabétiques, les gliptines, les inhibiteurs du peptidase 4, et les statines. Le risque ici, c'était celui d'une interaction médicamenteuse potentielle. Il y avait des cas qui avaient été décrits euh, par la pharmacovigilance, puis on trouvait des rapports de cas dans la littérature. Il n'y avait pas vraiment de rationnel pharmacologique ou physiopathologique qui soit évident. Et bon, génération d'hypothèses, recherche de signaux. On peut tout à fait utiliser à ce moment-là les données de pharmacovigilance. C'était le cas ici, dans un travail qui était un travail de master d'ailleurs, celui de Vanessa Labatte, et qui date un petit peu, puisque c'était 2017. La publication, donc le master un peu avant. Dans ces cas-là et sur ces données, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait ce qu'on appelle des approches cas non cas. C'est globalement l'adaptation d'un schéma cas témoin à une base de données dans laquelle il n'y a que des cas d'effets indésirables, mais certains d'effets indésirables d'intérêt et d'autres choses. Donc ça ressemble un petit peu à un cas témoin intra-hospitalier. Et puis il y a aussi que des gens qui sont exposés à des médicaments, mais certains à celui qui vous intéresse et d'autres à d'autres. Donc, dans le cas de cette étude, ce qui intéressait, c'était les atteintes musculaires. Le codage des effets indésirables, il est fait dans une classification qui s'appelle MEDRA. Et pour un certain nombre d'événements indésirables ou de groupes d'événements indésirables d'intérêt, ont été développées des requêtes standardisées. Donc, on appelle des Standardized MEDRA Queries. Et il y en a une qui existe pour les atteintes musculaires et les rhabdomyolyses. Ce qui n'était pas les cas, donc l'équivalent des témoins dans un cas témoin classique, c'est tous les autres effets indésirables rapportés dans la base en dehors de cela. L'exposition d'intérêt, c'était celle des gliptines et des statines, les deux classes que j'ai mentionnées auparavant. Les non exposés, c'est tous les autres. Et puis, on a utilisé ce qu'on appelle des contrôles négatifs, donc des médicaments qui partagent les indications des médicaments d'intérêt,
mais qui a priori n'ont pas de raison d'être associés de la même manière au risque qu'on étudie. Donc les fibrates comme alternative aux statines, et puis les autres antidiabétiques comme alternative aux inhibiteurs de DPP4. Et en faisant ça, on était très content de voir que finalement, quand on était exposé aux DPP4, aux inhibiteurs de DPP4 et aux statines, on avait un risque de notification d'effets indésirables de type atteinte musculaire qui était supérieur à quand on avait que des autres antidiabétiques et des statines. Donc potentiellement un rôle supérieur quand l'antidiabétique c'est un inhibiteur de DP4 versus quand c'est un autre antidiabétique. Problème, en fait, quand on regardait chez les utilisateurs de fibrates, donc les gens n'utilisaient plus des statines, on retrouvait exactement le même pattern. Donc du coup, est-ce que c'était une question d'utiliser des inhibiteurs de DPP4 en association avec des statines ou simplement en association avec des médicaments du cholestérol? Ça devenait pas très très clair. Et c'est là où on atteint les limites de ce qu'on peut faire avec de la pharmacovigilance, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire plus ou moins, c'est comparer ça à ça. Alors le vrai problème de données de pharmacovigilance, c'est la sous-notification. Et en soi, ce serait pas très grave finalement. Si c'était un échantillonnage réussi de tout ce qui survient, on serait assez protégé contre les biais, mais c'est pas tout à fait le cas. Ce qu'on voit et qui n'est qu'une partie de ce qui est survenu, c'est pas tout à fait la même chose d'un médicament à l'autre, pas tout à fait la même chose d'un événement à l'autre. Et donc ici, le problème qui est posé, c'est le fait qu'on n'a pas des enregistrements exhaustifs. Donc il faut passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait pour continuer. Donc on a ici utilisé l'EGB dont je vous parlais. C'est le 97e du SNDS. C'est la suite du travail de master pour regarder exactement la même chose, mais cette fois-ci dans une base dans laquelle on a à peu près la totalité des choses d'enregistrées. Alors je dis à peu près parce que ça permet d'illustrer des limites du système national des données de santé. Et ici, donc dans une approche cas témoin, on identifie les patients qui ont des atteintes musculaires, et puis on leur trouvera des témoins après. Et puis on va aussi trouver des patients qui sont exposés. Et tout de suite, on se heurte à une difficulté. Le plus important, ou ce qui est le mieux renseigné, c'est les motifs d'hospitalisation pour les maladies. Et ces motifs d'hospitalisation, on va trouver dedans les rhabdomyolyses, puisqu'elles sont hospitalisées. Par contre, les atteintes musculaires moins graves, on ne les trouvera pas. Et du coup, ce qu'on a dû faire, nous, dans une partie des analyses, ça a été d'essayer de trouver qu'est-ce qui pouvait nous indiquer que chez un patient, suivi en vide, il y avait une atteinte musculaire dont on n'avait pas connaissance. Et donc pour faire ça, on a combiné le fait d'identifier un dosage des enzymes musculaires, dont on n'a pas le résultat dans le SNDS, avec la modification subséquente ou suivante du traitement hypolipémiant qui est souvent associé à des atteintes musculaires, donc soit une diminution de la posologie, soit un changement pour un médicament moins puissant, soit un arrêt du médicament. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on doit faire pour réussir à identifier les événements dans le SNDS. Bon, la fenêtre à risque, c'était une fenêtre de 60 jours pour cette étude. Et puis après, je voulais illustrer une autre des problématiques avec le SNDS, c'est que quand on va s'intéresser aux facteurs de confusion potentiels, là aussi, on est limité pour tout ce qui ne va pas concerner les informations qui sont directement des informations renseignées, parce qu'elles ont donné lieu à un remboursement particulier de prestations de soins. En particulier, ce n'est pas le cas de l'exercice physique. Et si on fait de l'exercice physique, on peut avoir plus mal aux muscles que si on n'en fait pas. Et puis, ce n'est pas le cas, par exemple, de l'équilibre diabétique, qui pourrait peut-être, c'est une des hypothèses, jouer un rôle dans ce qu'on attribue peut-être à tort comme toxicité musculaire aux médicaments du diabète. Et là, on a la connaissance de la surveillance biologique qui est effectuée, mais pas de l'équilibre du diabète. Donc, on a des limites également. On avait également cette approche avec d'un côté ce qu'on pouvait observer pour les statines, le médicament qui est supposé interagir avec les inhibiteurs de TPP4 et puis les fibrates, son alternative pour donner un contrôle qui serait un indicateur de biais potentiel. Un tableau assez classique de présentation des caractéristiques des patients, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour conserver du temps pour plus tard. Et puis finalement, quelque chose qui était beaucoup plus rassurant que ce qu'on avait vu dans les données de pharmacovigilance. Si vous voyez ici le risque associé à l'utilisation des inhibiteurs de DPP4, d'un côté dans les cas qui étaient utilisateurs de statine, de l'autre dans les cas les témoins qui étaient utilisateurs de statine, de l'autre dans les cas les témoins qui étaient utilisateurs de fibrate, on n'avait pas d'augmentation du risque, quel que soit le groupe étudié, après ajustement. En revanche, on trouvait bien un risque associé à l'utilisation des fibrates chez les utilisateurs de statine, parce que parfois les deux sont utilisés ensemble, même si c'est déconseillé, et vice-versa dans le deuxième groupe.
Alors évidemment, on n'est pas du tout les seuls à faire ça. Dans la détection de signaux à partir de données de pharmacovigilance, comme dans leur confirmation à partir de grandes bases de données. Je vous parlais tout à l'heure de la CPRD, donc c'est une base de données britannique, et ben, elle est très bien utilisée par des Canadiens. Et quand ils font ça, ils associent également éventuellement une étude sur les données de pharmacovigilance et ils publient ça dans le BMC. Je crois que nous, c'était dans Drug Safety. C'est presque pareil. Et ce que je voulais vous montrer sur cette étude, qui est une étude de cohorte tout à fait classique, en revanche, c'est ce qu'on peut faire et ce à quoi on peut aboutir avec l'utilisation de ces grandes bases de données. Vous voyez que l'effectif de la cohorte d'études ici, c'est un peu plus de 150 000 personnes qui sont tous des nouveaux utilisateurs d'antidiabétiques, en fait, et ça donne une idée de la puissance qu'on peut réunir dans les études de ce type. Alors ici, c'est sur le cholangiocarcinome, donc c'est globalement un cancer du pancréas et des voies biliaires. C'est beaucoup plus facile à identifier dans des données d'hospitalisation que les atteintes musculaires. Alors, en revanche, c'est pas parce que le terrain de jeu habituel des données de pharmacovigilance, c'est la détection de signaux, et le terrain de jeu habituel du SNDS, c'est les études d'utilisation et les études de risque, qu'on peut pas essayer de faire des études de détection de signaux à partir du SNDS. C'est ce qu'on avait essayé de faire ici pour toujours les mêmes inhibiteurs de DPP4 comme cas d'usage, en fait, sur quelque chose qui permettrait de mettre en place une espèce de fouille automatisée de données avec des modèles statistiques très simples. Les modèles statistiques très simples, c'est pour une raison bête. Dans la génération d'hypothèses, c'est pas forcément le moment d'utiliser des modèles ultra complexes. Et sur le portail d'utilisation des données du SNDS, c'est vraiment pas du tout le bon endroit pour utiliser des modèles complexes, surtout pour faire des analyses très répétées. Donc ici, on avait fait des analyses en symétrie de séquence. Je pourrais vous en parler après si vous le souhaitez, avec un ajustement de tendance, puisque c'est quelque chose qui prend un moment passé dans le temps comme référence. Et on avait donc fouillé ou rendu automatisé la recherche d'associations pour des associations qu'on avait classées en fonction d'un algorithme de tri qui avait été fait avec des experts pour décider qu'est-ce qui serait un signal important concernant des populations particulières à risque, des nouveaux médicaments, des trucs très utilisés, etc., etc. Ou pas. Et donc on aboutissait à un certain nombre de détections de signaux, ce que vous voyez en orange foncé ici, dont certains, par l'algorithme de classification développé à côté, étaient considérés comme graves. Les performances ont été testées sur un échantillon un set de validation qui avait été développé après, avec. Et voilà ce à quoi ressemblaient les résultats. Donc, une répétition tous les trimestres de ce qu'on pouvait détecter, par exemple, ici pour l'embolie pulmonaire, pour ces inhibiteurs de DPP4, avec des signaux qui tenaient la route en termes de persistance de l'association au cours du temps dans cette base. Et on a recherché après d'une manière un peu plus adaptée, avec un schéma classique, et finalement, c'était pas plus inquiétant que ça. Si on passe maintenant aux études d'utilisation, je vais aller plus vite, comme les Danois. Les Danois vont plus vite que nous pour deux raisons. Un, ils pensent très bien, et deux, et c'est une des choses qu'il faut souligner aussi pour l'utilisation secondaire des données, ils ont un accès plus rapide aux données. Et le système national des données de santé, c'est une base merveilleuse, mais pouvoir y accéder n'est pas simple. Ça s'est grandement complexifié en gros pendant la période de la Covid pour plein de raisons. C'est en train de se dénouer un peu, en particulier avec la facilitation des accès hospitaliers et des accès via l'INSERM, mais tout de même, on n'est pas dans les mêmes délais ou temporalités que nos collègues étrangers. Et ce que je vous montre ici, donc, c'est des changements dans les tendances d'utilisation des médicaments hypolipémiants au Danemark, avec une comparaison ou une mise en perspective de ce qui est le fait des prescriptions des médecins généralistes, les GP, et de ce que peut être la prescription intra-hospitalière, ce qui est très intéressant à voir, puisque dans le SNDS, vous ne verrez pas ça. On n'est pas capable de faire ça. Donc toute la partie hospital ici, on est aveugle pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut les entrepôts de données hospitaliers chez nous. Montre l'évolution de l'utilisation des différentes classes de médicaments à l'heure de l'arrivée des inhibiteurs de SGLT2, donc les glyphosines, des inhibiteurs de DPP4 que vous voyez un peu avant en vert, les gliptines dont on a parlé avant, et les agonistes des récepteurs du GLP1 que vous voyez ici en rose et qui prennent très rapidement une énorme place au Danemark, mais c'est aussi le pays du laboratoire qui a commercialisé le premier d'entre eux. Alors quand même, ils voient bien les données intra-hospitalières, mais ils ne savent pas très bien qui les utilise.
C'est une manière de se consoler. Et c'est important. Et c'est important parce que les glyphosines, en particulier, les inhibiteurs de SGLT2 dont je viens de parler, ils sont pas utilisés que dans le diabète. Et donc, en fait, depuis 2021, ils sont également utilisés dans les insuffisances cardiaques et dans l'insuffisance rénale, où ils ont vraiment montré un bénéfice en dehors du patient diabétique. Encore plus si le patient est diabétique, bien sûr, mais même en dehors de l'existence d'un diabète. Le problème, si on fait des études d'utilisation sur le SNDS, c'est que dans le SNDS, vous n'aurez pas de renseignements directs sur l'indication du médicament. On peut essayer de la déduire ou de l'approximer, mais elle n'est pas directement renseignée, de même que la sévérité de la maladie. Et pour compenser ça, on en fait une étude sur l'entrepôt de données hospitalières du CHU de Bordeaux, en faisant un échantillonnage aléatoire des séjours avec glyphosine. Et puis, on a regardé pourquoi elle était donnée, et puis après, si l'utilisation était conforme aux recommandations. Et donc, ça donne cette très jolie image qui permet de savoir que, ben oui, mais effectivement, si vous regardez le grand cercle rose, il s'agit de patients insuffisants cardiaques, dont une partie a également un diabète de type 2, voire un diabète de type 2 plus une maladie rénale chronique. Mais une grande partie des utilisateurs de ces médicaments qualifiés de antidiabétiques les utilisent en fait en dehors de l'indication diabétique, ce qu'on ne peut pas déterminer pratiquement dans le SNDS. Bon, on a pu ensuite compléter l'étude de conformité d'utilisation et recommandations, comme je vous le disais. Et souvent, les problématiques retrouvées, c'était le fait que ça avait été prescrit un peu trop vite dans le cadre du diabète, et puis pas tout à fait avec les bonnes valeurs de filtration glomérulaire, c'est-à-dire de fonction rénale, pour les patients insuffisants rénaux. Les difficultés qui vont avec ça, les données dans l'entrepôt de données hospitaliers, elles sont non structurées et elles sont éparses, même si bien sûr le travail de structuration il est permanent. Et la limite de ce qu'on rend ici, ça n'est que les données du CHU de Bordeaux, un petit peu ce que Laurent donnait également comme limite pour les données d'analyse basées sur les antibiogrammes. Faudra voir comment on peut les fédérer. Alors, les études de risque, finalement, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'avais parlé du Mediator, de la clobetasone, des Canadiens. Les Canadiens sont pas à risque, mais ils avaient présenté une étude de risque auparavant. Je vous en montre juste une qu'on a faite récemment sur justement ces médicaments du diabète ou de l'obésité et le risque de cancer de la thyroïde, qui est d'ailleurs publiée dans le même journal que la toute première étude de pharmacogénèse que je vous ai montrée. Et l'avantage dans ce journal maintenant, c'est qu'il y a ça qui doit être ajouté à toute publication. Donc une manière de résumer très rapidement les résultats principaux, et ici le fait que effectivement on trouvait un risque augmenté de cancer de la thyroïde pour les utilisations d'agonistes du GLP-1 qu'on ne retrouvait pas avec d'autres antidiabétiques, en particulier les inhibiteurs de DPP4. On va finir vite. Simplement pour vous dire, c'est très utile ces données de santé et leur utilisation secondaire pour regarder quelles peuvent être les conséquences d'action de régulation. L'action de régulation, elle a toujours un bon fond. Ça ne veut pas dire que ces conséquences sont toujours bénéfiques. Ici, la pioglitazone, tout à l'heure, après l'étude de rédemption qui avait été faite, voilà, elle est déremboursée. Et ça veut dire que on arrête de donner accès à ce médicament aux patients. Alors, ça a eu des conséquences, forcément, sur l'utilisation des autres antidiabétiques. Et vous voyez qu'il y a un effet de seuil, il n'y a pas d'effet de tendance associé à ça, mais immédiatement, on voit des reports pour les autres classes d'antidiabétiques. Je ne sais pas toutes présenter ici. Et puis, l'autre question qu'on s'était posée quand on avait fait cette évaluation, c'est est-ce que finalement, le fait de devoir changer de traitement, c'est éventuellement associé à une détérioration de l'état de santé en regardant qu'est-ce que ça donne en termes d'insuffisance d'hospitalisation pour les patients qui étaient sous pioglitazone avant le retrait versus ceux qui ne l'étaient pas. Et finalement, ça ne changeait rien. Donc, on avait visiblement eu raison de prendre cette décision. Pour terminer, un peu d'open data, mais c'est plutôt pour faire de la publicité pour ces données dont tout le monde ne connaît pas l'existence. Donc, il y a 2 fichiers ou 2 jeux de données qui sont régulièrement mis à disposition par l'assurance maladie. Un qui s'appelle OpenMedic et qui donne des résultats agrégés sur les utilisateurs annuels de médicaments pour les médicaments de ville, et l'autre qui s'appelle Medicam et qui donne des données sur les remboursements mensuels. Et je vous montre rapidement ce qu'on peut faire avec très vite. Donc avant, ça prenait beaucoup de temps. Avec ces données-là, c'est très simple de voir tout de suite, finalement, qu'est-ce que c'est la prévalence d'utilisation des médicaments. Alors ici, j'ai mis médicaments du diabète, mais on peut aller plus finement principe actif par principe actif.
Et vous voyez ici sur cette diapositive, la structuration des données permet de de les présenter par sexe. Par classe d'âge, c'est des classes très agrégées, donc c'est inférieur à 18 ans, 18-60 et plus de 60 ans, par sexe et par classe d'âge si on veut, par région et puis par prescripteur. Donc, je vous montre ce que ça peut donner par région. L'évolution au cours de la période, j'ai pris que 4 années pour que ce soit un peu visible. Elle est assez symétrique dans toutes les régions et il n'y a pas eu trop de diminution pendant la période Covid, même si on voit un bon rebond après. Il y avait une petite cassure de la courbe en fait. Et si on n'a pas envie de regarder les courbes, on peut aussi regarder les cartes. Et là, c'est la différence entre 2015 et 2023 en termes de prévalence d'utilisation de ces médicaments. Et vous voyez que globalement, ça a augmenté partout. Enfin, si on s'intéresse à quelque chose d'un peu plus fin, euh, en termes de dynamique de remboursement, on peut regarder ce qu'il en est des remboursements mensuels. Alors ici, j'ai fait une représentation assez simple avec l'évolution des boîtes remboursées depuis 2017 jusqu'à 2024. Ce qui peut vous intéresser, c'est ce point totalement aberrant ici, théorique. Et en fait, ça correspond à mars 2020. C'est la semaine qui précède le confinement. À partir du moment où on dit vous allez peut-être pas avoir accès à votre pharmacie pendant un certain temps, comme c'est des médicaments des maladies chroniques, il y a un énorme effet de stock qui se fait immédiatement. Après, il y a un petit creux que vous pouvez voir, mais il est finalement pas si important. Conclusion, il y a un intérêt majeur pour l'utilisation secondaire des données de santé pour la surveillance et l'évaluation des antidiabétiques. Comme toute utilisation secondaire, ça nécessite de bien connaître les données. Donc, il faut l'expertise méthodologique habituelle, épidémio, clinique, pharmaco, etc., etc. Il faut absolument connaître les données. Et je voulais vous montrer l'évolution de cet intérêt au cours du temps, simplement en termes de publication. J'ai pris les grandes équipes publiantes sur le sujet du médicament en général. Et quand on regarde ce qu'elles font dans le domaine des antibiotiques, ça a un peu augmenté au cours du temps. Et deuxième, il n'y a pas de données parfaites, et c'est la dernière. En pharmacovigilance, vous avez un problème de sous-notification. Et ce que vous voyez, c'est le résultat d'une sélection et elle n'est pas aléatoire. Et dans le SNDS, vous avez un enregistrement exhaustif de tous les soins de ville globalement et de tout ce qui a conduit les patients à l'hôpital. En revanche, il vous manque plein de données sur le poids, la taille, l'équilibre du diabète, les résultats des examens biologiques, l'hygiène alimentaire, etc., etc., etc. Donc ça, il va falloir trouver des moyens de le compléter. Et pour ça, les entrepôts de données hospitaliers, c'est des bonnes solutions, même si forcément, leurs données sont encore à structurer et si ils représentent des échantillons limités. Je vous remercie.